c'est vrai que c'est con que ce soit deux familles qui se haïssent, mais c'est pas vraiment ça qui est important, c'est que ils n'avaient pas du coup la sagesse nécessaire pour pouvoir vivre un amour complémentaire et effectivement éviter de mourir. Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, je suis un ancien prof de philo reconverti dans le coaching et je peux citer à la fois Bob l'éponge et Platon. Merci Simon. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'amour. Et la première question que je me pose, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que, par exemple, quand je dis j'aime bien peindre, quelque part, il y a le Mhm. verbe aimer dedans. Ouais, Mais pour moi, c'est complètement différent de dire à quelqu'un je t'aime. oui. Bah oui, effectivement, c'est le même verbe, mais qui n'a pas forcément la même dimension, parce que tu peux pas dire à quelqu'un je t'aime autant que ma peinture. Ce serait un petit peu étrange. Il y a quand même quelque chose dans l'amour qui est plus de l'ordre du degré. C'est pour ça que tu vois, si on prend la langue anglaise, love, c'est pas la même chose que like. Tu Hmm. aurais I like painting, j'aime peindre, mais I love you, qui serait le je t'aime, qu'on dirait plutôt à une personne dont qui on serait plus amoureux. Il y a plus cet aspect-ci. Donc, par contre, là où on peut s'interroger, c'est dans l'effet que ça fait d'aimer quelqu'un d'amour et d'aimer la pâture au sens de plus de la passion que, enfin, dans ton cas, c'est plus une, ouais, je pense que il y a une différence de degré entre le fait que t'aimes les pâtes et t'aimes la peinture. Je pense que tu préfères la peinture aux pâtes. Pourtant, c'est le même aimer. Et ce serait le même like. Donc, il y a plus une différence de dimension. Donc, si on prend dans la tradition philosophique, le livre, on va dire, qui traite de l'amour, c'est le Banquet de Platon, que certaines personnes ont sûrement déjà étudié au lycée. Alors, l'histoire du banquet de Platon, elle est assez drôle, mais vraiment, ils sont invités chez un type qui a gagné un concours de poèmes, en gros, grosso modo. Et ils discutent, et puis arrive Socrate et il fout tout en l'air. Au sens, il arrive en disant, Ah, j'ai des plein de questions pour vous, on va bien s'amuser. Et c'est là d'où vient le fameux mythe d'Aristophane avec les androgynes, le mythe de l'androgyne, où il explique qu'avant, il y avait juste des sortes de créatures, à la fois femmes, à la fois hommes, et qui étaient vraiment soudées. Ils avaient quatre bras, quatre jambes, deux têtes, etc. Et ils se sentaient un petit peu trop puissants. Ils voulaient défier Zeus, notamment. Je caricature un petit peu pour aller à l'essentiel. Il voulait défier Zeus. Et Zeus, il s'est dit, bah écoutez, les gars, ça va pas le faire, je vais vous punir. Et donc, il les a scindés en deux. Ce qui fait que là où le concept androgyne, homme-femme, mais il faut pas voir ça de manière genrée, plutôt en termes de deux âmes qui n'en formaient qu'une, ont été séparées. Et d'après ce mythe d'Aristophane, justement, l'amour, ce serait lié au manque, à la recherche du coup de notre, ce qu'on appelle l'âme sœur, de notre moitié, pour ressouder un petit peu la créature primordiale qui a été séparée. Ouais, donc l'amour, c'est plus une recherche de se compléter. Ça vient d'un Mhm. sentiment de manque à la base. Ouais. Alors, à la base, en tout cas, d'après le mythe d'Aristophane. Et c'est vrai que quand on fait l'expérience d'être amoureux, la personne nous manque. Effectivement, il y a une forme de manque et l'amour viendrait combler un vide existentiel que, que justement il serait trop difficile à supporter seul, par exemple. Ouais. Et quand on dit ces androgynes, c'est finalement les deux âmes sœurs qui se réunissent. Mhm. Ce serait ça. Dans Smith, c'est un élément de réponse en disant, bah tiens, c'est quoi l'amour? Comme disait Hathaway, what is love? N'importe quoi. Et, Et du coup, il y a Aristophane dit, bah voilà, l'amour est d'abord du manque, d'abord un sentiment de manque que l'on vient essayer de rechercher avec un objet, l'objet de notre amour. Mais c'est même lié au désir dans la tradition philosophique, en tout cas chez Platon, que le désir est d'abord une affaire de manque. On désire ce qu'on n'a pas. Ouais. Et je reviens sur cette histoire d'androgyne.
En fait, ils pouvaient pas se séparer, c'est Zeus qui l'a fait, si je comprends Ouais. bien. Mhm. Mais est-ce que ça sous-entend derrière qu'il n'existe qu'une seule âme sœur, puisque à partir du moment où l'androgyne ne peut pas se séparer, il Oui. vit toute sa vie avec son âme sœur. Ça voudrait dire que selon leur théorie, t'as qu'une seule âme sœur dans ta vie. Ouais. Oui, c'est carrément ça. Et que si ça marche pas, bah, c'est que c'était pas la bonne âme sœur. Mais effectivement, dans ce mythe et dans même la tradition un peu romantique, il y a vraiment une seule personne dont on est capable d'être amoureux toute sa vie. Sauf que on voit bien que non, j'ai été amoureux plusieurs fois, pas non plus un nombre incalculable, mais quand tu fais l'expérience du deuil amoureux, tu te rends bien compte que ben, t'es pas enfin, tu peux être capable d'aimer toute ta vie, mais ça demande beaucoup de communication, ça demande beaucoup de. D'ailleurs, je garde ça dans un coin de tête, sinon on va trop digresser. Mais c'est un truc de Mark Manson qui parlait plutôt de complémentarité plutôt que de passion dans le fait d'être amoureux. Euh, mais on pourra en reparler un peu plus tard. Mais donc là, dans ce mythe-là, effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous correspondre, de combler l'ensemble de nos désirs. Euh, mais on voit bien que d'expérience, c'est faux dans la mesure où tu peux être amoureux plusieurs fois dans ta vie et tu as même différents stades d'amour. T'es pas amoureux de la même, enfin, t'es pas amoureux de la même manière quand tu as 15 ans que quand on a 40, par exemple. Ouais, et puis il y a cette histoire de moment dans ta vie où l'amour prend une forme différente, mais il y a Mhm. aussi le fait que dans une même relation, l'amour peut évoluer aussi. Parce Oui. qu'au début, il y a une forme d'amour un peu passionnel qui peut Mhm. être parfois qui peut même être un peu destructeur, puisque Ah oui, ça peut complètement. générer de la jalousie, ça peut. Mais ensuite, quand je vois des couples autour de moi qui sont entre guillemets ensemble depuis pas mal de temps, Mhm. il y a une forme il y a une forme, j'ai l'impression que ça se transforme plus en affection, en fait, de construire Mhm. quelque chose ensemble. Il y a plus cette flamme du début, ou en tout cas, si elle Mhm. est peut-être présente, mais sous une autre forme. Ouais, mais là, si on prend le cas de la biologie de l'amour, alors je sais plus exactement la suite logique des réactions chimiques, mais vraiment une chimie de l'amour, je crois qu'il y a même un bouquin qui s'appelle comme ça, La chimie de l'amour, où c'est là où ça brise complètement le mythe, pardon, d'Aristophane, c'est qu'il y a pu, mon âme sœur, j'ai été séparé, je le manque, etc. C'est vraiment stimulus externe, quelqu'un, une personne, et ensuite une réaction chimique dans le cerveau de dopamine, sérotonine, etc. Et apparemment, faudrait pareil vérifier les sources et les souvenirs de fac que j'ai, au début, où tu es vraiment dans l'attente, où tu es vraiment dans les débuts de la relation, c'est plus des shoots de dopamine dès que tu vois la personne, et du coup, un manque quand tu la vois pas, comme une drogue, hein, comme tiens, regarde ce joint ou je sais pas quoi, oh mon Dieu, ah, Un petit donnez-moi. peu de bœuf, ça te fera pas de mal. Et que après, c'est vraiment en cultivant, en accueillant, du coup, cet amour-ci, qu'on est plus dans de la sérotonine, c'est plus du calme, quoi. C'est plus posé et t'es plus dans une vision à long terme, dans l'envie de construire quelque chose. Et c'est là où je voulais en venir justement avec Mark Manson, et je pense pas que ce soit le seul à parler de ça, c'est que les personnes cherchent souvent de la passion amoureuse, sauf que si on prend l'étymologie de passion, ça vient de pathos, ça veut dire souffrance, pathologie, la science de la souffrance. Et en fait, quand la passion amoureuse, c'est comme tu le disais, c'est dangereux en fait. Ça peut être dangereux parce que du coup, tu perds complètement toute raison, tu peux faire n'importe quoi par amour, même même te foutre en l'air ou quoi que ce soit, et pas forcément recommandé. Et justement, la complémentarité dont parle Mark Manson permet de durer beaucoup plus sur le long terme. Alors, peut-être que ça brise l'individu romantique qu'on est dans notre société occidentale, parce qu'on a tous cette vague de romantisme du 19e, 20e siècle qui est là, qui est encore présente, et on a envie de vivre là-dedans. Sauf que c'est pas tenable sur le long terme. Tu peux pas pouvoir construire quelque chose quand tu es passionné. Quand tu es passionné, justement, tu construis rien, tu consommes justement cet amour. Et sauf que plus tu le consommes, plus il s'éteint.
Alors que quand tu es dans quand tu brises un petit peu ce côté romantique, en tout cas que tu le saupoudres, mais que tu ne vis plus que tu vis pour autre chose que le romantisme, ou tu entres dans la complémentarité, c'est là où tu as un peu plus de sagesse, et c'est là où tu peux plutôt vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Tu es complémentaire, tu as peut-être moins la fougue, mais c'est ce qui fait que ça dure sur le long terme. Je vais prendre un parallèle qui va peut-être, comment dire, titiller ou un peu trouver que nos auditeurs vont trouver ça bizarre, mais c'est comme dans le travail. T'as, tu vois, tu as des gens qui travaillent extrêmement bien ensemble, mais c'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Mais justement, c'est parce qu'ils sont pas forcément les meilleurs amis du monde qu'ils travaillent bien ensemble. Ouais, donc l'histoire de les meilleurs amis du monde, ça serait un peu Ça peut être ta l'amour passion. passionnel, ouais, c'est Ouais. ça. Et le fait qu'ils travaillent très bien ensemble, ça serait plutôt le fait de construire, de créer Mhm. quelque La chose à deux. complémentarité, ouais. Ouais. Donc Et, alors, ça veut pas dire que c'est l'un ou l'autre, hein. C'est hmm, juste que statistiquement, tu as plus de chances de t'embrouiller avec ton meilleur pote parce que du coup, tu vas prendre mal des réactions qu'il peut avoir alors que c'est juste des réactions professionnelles, qu'avec un collègue dont c'est pas que tu t'en fous, mais il y a moins d'enjeux. Et donc, coup, dans la complémentarité, c'est plus que, ah oui, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas, etc., etc., mais on se complète bien. La personne a ce qu'il faut là où tu manques, et inversement, tu as ce qu'il faut là où elle manque. en même temps, ouais, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que vu comme ça, on aurait presque. Alors tu dis, bien sûr, c'est pas l'un ou l'autre, mais Non. moi, d'un côté, j'ai l'impression que soit tu écoutes ta raison, soit tu écoutes ton Mhm. cœur. Et si tu écoutes ton Ouais. cœur, tu vas souffrir. Mhm. Donc, c'est difficile de trouver le bon équilibre, s'il en Mhm. existe un. Ouais. C'est c'est là où il faut vraiment se responsabiliser, responsabiliser l'autre de ses propres émotions, ses propres sentiments, où nous, on est même responsable de nos propres émotions, nos propres sentiments. Mais c'est un idéal à atteindre. On reste des êtres humains et tu peux péter un câble ou tu peux être dans une fougue, c'est rarement linéaire, une vie. Il y a Ouais. un état d'âme, tu passes d'une émotion à l'autre, mais et l'idée, c'est pas non plus d'être complètement neutre, parce que je pense que même la meilleure complémentarité a besoin de cette petite fougue de temps en temps. Et quand tu parles de complémentarité, est-ce que Mhm. c'est le fait de dire il y en a un qui est extraverti, l'autre introverti, ou il y en a un qui est super calme et l'autre qui est dans l'exhibition, qui est très Mhm. expansif, ou est-ce que tu parles d'autre chose? C'est plus, tu vois, on va prendre si on prend Roméo et Juliette, tu vois, donc c'est un peu le symbole de l'amour, tout le monde trouve ça beau, c'est une belle histoire, etc. Alors qu'en fait, Roméo et Juliette, c'est juste deux ados parce que je crois qu'ils ont genre 16 ans hein, quand dans le livre dans l'œuvre de Shakespeare, c'est les deux ados qui justement expérimentent la passion amoureuse, qu'ils transgressent les interdits de leurs parents. Alors effectivement, le Montaigu et les Capulet, je crois. Et, c'est vrai que c'est con que ce soit deux familles qui se haïssent, mais c'est pas vraiment ça qui est important, c'est que ils n'avaient pas du coup la sagesse nécessaire pour pouvoir vivre un amour complémentaire et effectivement éviter de mourir. C'est Ah ouais. juste ça que ça illustre, Roméo et Juliette. C'est pas, ah, quelle belle histoire d'amour. C'est non, si vous êtes trop fougueux, voici ce qui peut arriver. Ah ouais. Ah, j'avais jamais vu le truc comme ça. Ouais, Mm. ouais, c'est Exactement intéressant. comme dans les tragédies grecques, où tu avais le but des tragédies, c'était pas seulement de divertir, mais c'était de mettre les êtres humains face à leur passion en disant, bon, bah, voici ce qui se passe si vous suivez trop votre passion. Et généralement, les tragédies grecques, ça finit soit dans un bain de sang, soit tout le monde meurt, tout le monde se suicide, pour que justement les spectateurs se disent, OK, je vais faire gaffe, je vais apprendre à contrôler mes désirs, mes pulsions, je vais faire un peu plus attention à ma raison parce que j'ai pas envie de finir comme Thésée, j'ai pas envie de finir comme Andromaque, j'ai pas envie de finir comme ça. Ouais, donc en fait, être heureux en amour, ça revient à savoir gérer ses émotions. En tout cas, pas ses émotions forcément, mais ses pulsions. En tout cas, à se gérer, ça c'est clair. Tu vois, si tu prends un exemple bidon par exemple, faire la vaisselle, bon, c'est pour ça qu'on a inventé les lave-vaisselle, comme ça il n'y a plus d'embrouille. Mais si on prend s'il n'y a pas de lave-vaisselle et qu'il n'y a pas une bonne répartition de base des tâches ménagères, ça peut être un lieu de dispute
qui peuvent justement, s'il n'y a pas de responsabilisation de soi, tu peux te disputer extrêmement fort pour une histoire de la vaisselle, pour une histoire de faire la vaisselle, alors que si tu creuses un peu, c'est pas du tout une question de vaisselle. C'est vraiment une question je sais pas, j'avais pris ça avec un de mes clients. Il me dit, ouais, mais je me dispute toujours avec ma copine parce qu'elle dit que je fais rien, etc. Et alors qu'en fait, si tu creuses un petit peu, c'est juste que cette personne avait tendance à ne pas tenir ses engagements, que ce soit vis-à-vis de sa compagne, dans le fait de rentrer à telle heure quand elle avait besoin de lui, ou etc., etc. Et que le fait de ne pas faire la vaisselle, ça a éclaté en sanglots, parce que c'était vraiment l'objet de je t'ai demandé de faire quelque chose et tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas pour la vaisselle, ça veut dire que si je te demande, admettons, peur de jalousie ou quoi que ce soit, de ne pas voir ailleurs, est-ce que tu le feras? Ouais, ça sous-entend ça en fait. Mhm. Ouais. Sauf que du coup, là où il faut responsabiliser la personne, c'est que sa peur, c'est sa peur à elle. Elle peut être justifiée, elle peut être justifiable, mais la responsabilisation consisterait à dire, OK, je comprends ce que tu... Donc la responsabilisation, ce serait, je m'engage à faire quelque chose quand tu me le demandes et que je suis OK pour le faire. Tu m'as dit de faire la vaisselle le vendredi à 10h, il est vendredi 10h, je fais la vaisselle. Par contre, tu as peur que si je ne tiens pas cet engagement-ci, je ne vais pas tenir un engagement tacite vis-à-vis de notre couple. Ça, c'est ta peur à toi. Tu vois un Ouais. petit peu le truc? Ouais, donc ça veut dire que c'est plutôt du côté de la femme là que Pour le coup, oui. Il y a il y pas... a plus un travail à faire. Pour le coup, oui. Mais c'est de cette femme à elle, c'est pas du côté de la femme en général. Oui, 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 on prend Mais, cet exemple aussi, ouais. mhm. Ouais, ouais. Mais effectivement. Et là où, du coup, si je reprends le lien passion-complémentarité, je pense que tu peux devenir complémentaire quand tu sais comment tu es, quand tu connais tes besoins, tes désirs, quand tu es au clair avec toi-même, et que la personne aussi soit éclairée sur elle-même pour voir s'il y a complémentarité. Alors, ça ne veut pas dire que soit il y a pas, soit il y a. Ça veut dire, bon, bah, voici tel individu que je suis, tu es tel individu, voici comment tu es, comment est-ce qu'on peut fonctionner? Hmm. C'est comme ça que je le vois, j'ai pas la réponse à tout par rapport à ce qu'est l'amour et je suis pas parfait non plus dans mes relations. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc, d'abord se connaître, d'abord connaître ses forces et ses faiblesses, et puis voir chez l'autre si il y a une forme de complémentarité. Donc, quand tu parles de complémentarité, c'est plus une forme de responsabilité, en fait. Oui, ouais. En fait, c'est plus l'idée que tu as beaucoup de personnes qui ont un énorme problème avec la solitude, et c'est pas qu'elles veulent c'est pas qu'elles veulent rencontrer quelqu'un, c'est qu'elles ne veulent plus être seules. C'est complètement différent, parce que ça veut dire que tu fais reposer sur l'autre la responsabilité de ton bonheur et de ton propre manque et de ton incapacité à gérer ce manque. Ouais, donc ça, c'est super intéressant parce que finalement, savoir aimer, si je comprends bien, ça passe d'abord par savoir s'aimer. Parce que Ah, le fait de pas, d'avoir peur d'être seul, c'est j'ai peur de me retrouver avec moi-même. mhm. Il y a cette idée-ci. Alors, pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir réglé tous ses soucis pour pouvoir être en couple épanoui. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut quand même être au clair là-dessus. En disant, oui, j'ai tel souci, oui, voici comment je suis, mais c'est ma responsabilité. Je te demande pas de me sauver, mais ça va pas m'empêcher de t'aimer. Hmm. Mais j'ai tendance à dire que tu peux pas donner ce que t'as pas. Si tu t'aimes pas, c'est difficile d'aimer. Ouais, parce que si tu t'aimes pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, prenons un exemple. Mhm. Essayons d'être concret. Pour Ouais. une fois, Simon, s'il te plaît. Mais si par exemple, il y a une part en moi que j'aime pas, par exemple, je m'énerve tout le temps, Mhm. je m'énerve pour un rien, je considère que qu'est-ce qui peut se passer dans une relation qui ferait que ça soit destructeur et qu'est-ce qui devrait changer dans ma façon de voir les choses pour que ce soit Mhm. plutôt positif. Alors, si dans ton cas, admettons, tu t'énerves pour rien, et que tu es dans une relation, si une personne s'énerve pour rien, ça peut te renvoyer à une propre part de toi que t'aimes pas. Et du coup, ça va t'énerver cette partie chez l'autre personne.
Et ce qui peut se passer également, c'est que si tu as tendance à t'énerver pour rien, qu'il se peut que le comportement de la personne, ou un type de comportement puisse t'énerver, et que tu vas dire tu m'énerves, alors que c'est plutôt le comportement que tu as là m'énerve. Du coup, tu serais plus accusateur euh, en disant que c'est autrui qui t'énerve, alors que c'est quand même toi la source de ton énervement. Ouais, on en revient à cette histoire de responsabilité. Mhm. Ouais, ok. Donc, ça serait le fait de changer de perspective en se disant, il y a quelque chose qui m'énerve. C'est pas Mhm. forcément l'autre, mais c'est un Ouais. comportement ou c'est une situation. Mhm. Et qu'est-ce que ça renvoie en moi? Mhm. C'est ce genre de C'est, questionnement. c'est plus cette idée-ci, ouais. Parce que tu vois, il y a quand même des gens qui disent, ah, tu vois ce que tu me fais faire, je sais pas, une mode grosse crise, ah, tu te rends compte de ce que tu me fais faire, tu te rends compte dans quel état tu me mets. En fait, non, je peux comprendre que mon comportement puisse inférer chez toi un tel état, mais j'ai pas eu ce comportement pour que tu aies cet état-ci. Hmm. C'est quand même nous qui avons le dernier mot sur l'état dans lequel on est. Que tu prends, on va prendre un cas concret. Tu es dans, voilà, c'est les embouteillages, c'est l'heure de pointe, tu es dans ta voiture, tu dois te rendre au boulot. S'il y avait 100% des personnes qui étaient énervées, on pourrait penser que heure de pointe égale énervement. Tu prends plein d'individus, heure de pointe, il y en a qui vont s'en foutre, ils vont écouter un podcast, ils vont écouter de la radio, il y en a qui vont effectivement s'énerver, on se dira, ah, c'est pas possible, c'est toujours quand je vais prendre ma voiture qu'il y a des gens, ah, et lui, voilà, comment il conduit, etc., etc. Alors que non, on voit bien qu'une situation engendre plein de manières possibles de l'interpréter et du coup un comportement. Il n'y a pas de bon ou mauvais comportement, il y en a des plus adéquats que d'autres, mais c'est vrai que dire à quelqu'un, tu te rends compte de ce que tu me fais faire, tu te rends compte dans quel état je me mets, bah, c'est accusateur, c'est qu'on associe, on essentialise du coup une personne à un comportement et on lui fait porter la responsabilité de notre réaction. Alors que, bah, en fait, non. C'est possible que son comportement puisse nous agacer, comme c'est possible que son comportement ne nous agace pas. Hmm. Ouais, ça, il n'en tient qu'à nous. Mhm. Ouais, et en amour encore plus, du coup. Parce que Ouais. ça vaut à la fois dans les relations professionnelles, dans les relations sociales, mais surtout dans les relations amoureuses. Parce qu'il y Mhm. a... Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi dans les relations amoureuses, c'est souvent plus fort? Mhm. Je pense que c'est plus difficile parce que l'enjeu est différent. C'est de la même manière que, tu vois, tu prends voilà, admettons, admettons, t'as une collection de timbres. T'as un dégât des eaux chez toi, ta collection, c'est foutu. Plein de gens vont se dire, ah, bah, c'est que des timbres. Oui, mais pour toi, c'était associé à une forte émotion. Et du coup, c'est une partie de toi qui s'en va quand cette collection de timbres est foutue. Alors que c'est juste des timbres. Là, c'est pareil. On pourrait se dire, ouais, mais t'as peur de perdre cette personne, alors que bah, c'est juste une personne, au sens où c'est pas qu'on s'en fout. C'est que c'est un individu. C'est pas tes enfants, c'est pas tes, ou quoi que ce soit. Mais c'est associé à une énorme émotion. Et du coup, comme c'est associé à une forte émotion, les émotions, c'est purement corporel, c'est une réaction du corps. Et donc, c'est ça qui est derrière, c'est ça l'enjeu. C'est qu'il y a une partie de notre corps comment dire, qui est en jeu, une réaction de notre corps qui est en jeu par rapport à une personne qu'on aime. Ouais, ouais, donc les émotions sont plus fortes, ce qui fait que on est plus attaché. Alors qu'au Mm, fond, mm, il y a plein de couples qui se séparent et mhm. finalement, ça va bien, ça se passe bien. Ouais, mhm. Ouais, Ouais. Et du coup, le but, c'est pas non plus d'être dans le pur détachement, parce que sinon, tu peux pas être amoureux et t'en foutre. Enfin, je pense pas que ce soit compatible. ouais, Mais c'est aussi un risque à prendre, hein. Il y a plein de personnes comment dire, qui osent pas forcément se mettre en couple parce qu'ils ont peur que ça se termine. Sauf que, bah, ça se terminera forcément. Si c'est pas une séparation comme ça, c'est le temps qui fera que les gens se séparent, parce qu'il y en a un d'eux qui va décéder. Donc il faut aussi une forme de courage
d'affronter les émotions négatives que ça peut engendrer, mais comme les émotions positives. Tout, tout engagement, que ce soit en amour ou quoi que ce soit, c'est un risque à prendre. Après, soit tu as peur de le prendre, soit tu peur de pas, soit tu es OK avec le fait d'être, que c'est possible que ça se passe mal. Mais ça, c'est le risque de la vie en général. Soit tu te vis ce qu'on appelle le grand oui nietzschéen à la vie, aimer la vie de telle sorte à ce qu'on puisse aimer la revivre encore et encore. Éternel retour du même chez Nietzsche, dans le Gai Savoir. Soit tu es plus en mode Schopenhauer, qui disait que vivre, c'est souffrir, la vie est tel un pendule qui oscille entre tristesse et ennui, parce que la vie vaut pas forcément la peine d'être vécue. Dans l'épisode, je renvoie à l'épisode précédent, notamment Sur sur la la mort mort. et le suicide chez Camus. Ouais, ouais. Soit tu croques la vie à pleines dents, soit tu te protèges de tout. Mhm. Et si tu te protèges de tout, bah du coup, tu vas te protéger, tu vas pas oser te mettre t'engager dans une relation parce que peur de souffrir. Ouais, parce que tu te mets en danger. Mhm. Ouais, Ou ok. alors tu te mettras en couple, mais ce sera toxique pour toi comme pour la personne parce que elle répondra, tu lui demanderas des choses qu'elle n'a pas, enfin, qu'elle ne peut pas. euh, comment dire, par exemple, tu lui demanderas de te sauver, sauf qu'elle ne peut pas te sauver et elle ne doit pas te sauver. C'est pas sa responsabilité. Elle peut être là pour toi, mais c'est pas, sinon tu entres dans le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et dans ce cas-là, tu demandes à des personnes, tu fais porter la responsabilité d'une personne qu'elle n'a pas. Hmm. Un individu peut pas être ta meilleure amie, ton confident, ta confidente, ton père, ta mère, tes enfants, etc. Un individu. Et si on revient sur ce triangle de Karpman, Mhm. est-ce qu'il n'y a pas des relations saines dans lesquelles, justement, il y a quelqu'un qui a envie d'être sauvé et quelqu'un d'autre qui a envie de sauver? Oui, Est-ce que ça je peut pense, exister ou c'est forcément malsain? je pense que ça peut exister si c'est bien complémentaire, mais je pense qu'arrivera un moment où la personne sera sauvée et du coup, elle aura plus besoin de la personne. Hmm. Ce qu'on appelle un peu les relations pansement, des personnes qui viennent de se séparer et qui se mettent en couple, non pas parce qu'ils aiment l'autre personne, mais pour oublier l'autre. Ah ouais, et une fois qu'elles sont sauvées, une fois qu'elles ont oublié l'autre, Mm. bah plus besoin. Ouais. C'est pour ça que j'avais une phrase que les gens trouvaient bizarre, mais quand on me disait, ouais, mais t'attends de quoi, toi, quand t'es en relation? Je dis, bah, rien, en fait. Juste être dans une relation. Mais sinon, je n'attends rien, parce que il y a rien à attendre. Si, tu peux attendre du respect, de la fidélité, ou quoi que ce soit, mais à part ça, si tu attends quelque chose de quelqu'un, ça veut dire que comment- tu, tu lui demandes quelque chose qu'il n'a pas forcément. Hmm. Alors que les bases comme bah, j'attends qu'on me respecte, j'attends qu'on m'écoute, j'attends qu'on m'aime comme je mérite d'être aimé ou quoi que ce soit, oui. Mais ça, tu l'as dans toutes les relations. Si tu attends quelque chose de tes collègues, bah, si tu attends qu'ils te respectent, qu'ils te frappent pas, qu'ils te crachent pas au visage, enfin, des trucs comme ça, comme on attend de toutes les bonnes manières, on va dire, de vivre en société. Sauf qu'en amour, c'est différent. Pareil pour l'enjeu dont on a parlé, un enjeu émotionnel beaucoup plus important. Mais si tu attends qu'une personne te sauve ou alors te permette de mieux vivre ou quoi que ce soit, il y a un objectif derrière, alors que ça devrait être une conséquence. Ouais, c'est intéressant là de voir que finalement, dans toutes les relations, il y a un socle, un Mhm. prérequis à respecter, Ouais. et que l'amour, les relations amoureuses ne font pas exception à la règle. Et finalement, une relation amoureuse, je connaissais quelqu'un qui me disait, une relation amoureuse, c'est une amitié avec des relations sexuelles. Et sur le coup, Ouais. je me suis dit, ah, mais ouais, c'est quand même très conditionné, quoi. Mhm. Mais finalement, par rapport à ce que tu dis, comme une relation amoureuse, elle doit respecter certains prérequis qui sont les mêmes que n'importe quelle autre relation. Qu'est-ce qui différencie une relation amoureuse d'une autre relation? Mhm. Bah, effectivement, même dans la tradition philosophique, je sais plus si dans le bouquin de Michel Onfray qui s'appelle Sagesse, il explique ça, que en fait l'amitié c'est l'amour moins le corps, au sens où il n'y a pas de relation sexuelle, et l'amour c'est l'amitié plus le corps, au sens où il y aurait des relations sexuelles.
Et tu vois bien, même dans nos sociétés un peu plus modernes, je pense que ça fait depuis la nuit des temps que ça existe, on parle notamment des sex friends, où t'es pas forcément en couple, mais tu as quand même des relations sexuelles. Et il y a cette espèce d'engagement qu'il y a moins. Si les deux personnes sont OK, c'est cool. Si, mais j'ai tendance à penser qu'il y a un moment, il y a forcément une personne qui va peut-être vouloir plus, attendre plus, parce que son degré d'amour va dépasser, on va dire, l'échelle du sexuel. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Euh, oui, du coup, j'ai oublié ta question. Qu'est-ce qui différencie Ouais, une amitié d'une relation amoureuse? ouais, en fait, une relation amoureuse de n'importe quelle autre relation, est-ce que c'est uniquement le rapport au corps ou est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il y a quand même autre chose. Je pense que c'est vraiment le degré émotionnel, l'implication émotionnelle. Et du coup, l'implication du corps, si on part du principe qu'une émotion, c'est une réaction corporelle. Ouais, d'accord. Ok. Et quand tu disais que c'est lorsqu'on dépasse le degré, un certain degré, que on souhaite autre chose, finalement, je me demande, c'est quoi être amoureux? Comment, est-ce que on sait, est-ce que c'est une évidence ou est-ce que c'est quelque chose qui est graduel, de se dire, oui, je suis amoureux de cette personne, oui, je l'aime ou non, je l'aime pas. Est-ce que c'est binaire ou est-ce que c'est quelque chose de plus nuancé? Parce que dans les discussions que j'ai eues, j'ai souvent entendu un truc du style, oui, bah, tu le sais. Mhm. En fait, tu le sais, c'est évident. Ouais. Mais est-ce que c'est si évident que ça? Mhm. Je sais pas si c'est vraiment si évident que ça, mais j'ai tendance à penser que c'est de l'ordre de l'évidence, au sens où, comment dire, il n'y a pas besoin de preuves, par exemple, pas besoin de preuves d'amour. Et notamment, si tu cherches des preuves de ton amour, c'est que t'es pas si amoureux que ça ou c'est que tu as des doutes. Si on prend le cas d'un, tu vois, je pense pas que le pape a besoin de preuves de l'existence de Dieu. Parce que s'il cherche des preuves de l'existence de Dieu, ça veut dire que bah, il y croit plus tant que ça. Hmm. Donc je pense que c'est de l'ordre de l'évidence, mais tu te rends pas compte. Il faut créer, on va dire, l'évidence dans la mesure où il faut aussi se faire confiance à l'autre, pour que tu saches que, comme disait Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Là, il parlait de son amitié avec la Boétie. Je pense que tu peux également voir ça dans un contexte plutôt amoureux. Mais, mais effectivement, si tu demandes à quelqu'un, par exemple, prouve-moi que tu m'aimes, ça veut dire que tu mets à l'épreuve l'amour qui te porte et que tu cherches à te réconforter. En disant, ah oui, effectivement, cette personne m'aime. Mais donc, c'est que tu as des doutes. Donc, si tu as des doutes sur ta relation, c'est jamais vraiment bon signe. Ouais, ouais. Mais il faut être capable d'accueillir l'évidence. Mais c'est ça, pareil, c'est valable pour tout. Tu vois, si je prends dans mon boulot qui consiste à aider les personnes à trouver ce pourquoi elles sont faites, le boulot de leur rêve, à un moment, ça se construit graduellement, mais arrive le moment où est créé ce momentum, cette épiphanie en disant oui, c'est ça que je veux faire, j'ai pas besoin de preuves, j'en suis sûr. Je pense que quand tu peins, tu es dans ce moment, cette espèce de flow, et t'as pas besoin de preuves pour savoir que t'aimes peindre. Hmm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que c'est pareil quand tu es avec tes amis en disant, ouais, c'est vraiment mes potes. Et quand tu es avec la personne que tu aimes, ouais, c'est vraiment ma compagne, mon compagnon. Et ben, une bonne métaphore avec la peinture, c'est le fait de, un bon indicateur, je trouve, c'est le fait de se dire, tiens, quand je peins, c'est pas facile. Mais par Mhm, contre, j'ai pas de problème à ressentir les difficultés, à les vivre. mhm. Oui. Alors que il y a d'autres activités. Bon, par exemple, si tu me dis, bah, va jouer de la guitare, je joue de la guitare, Mhm. j'essaie de faire deux, trois accords, et puis là, je fais, non, mais c'est juste impossible. Franchement, Ouais. c'est super compliqué. Et j'ai tout de suite envie d'arrêter. Mhm. Et alors, il y a toujours un premier palier à partir duquel tu peux commencer à profiter, à prendre du plaisir Ouais. dans une activité. Donc, il faut quand même fournir ce premier effort. Mhm. Et notamment en peinture, c'est la technique. Une fois que tu as Ouais. dépassé ce seuil technique, tu peux Mhm. commencer à vraiment profiter de ce que tu es en train de Ouais. créer. Mais
Passer ce premier palier, il y aura toujours des difficultés, Mhm. des doutes sur toi, sur ta capacité à créer, sur ta technique, toujours. Et dans un couple, c'est peut-être pareil également. Mhm. À un moment donné, tu peux te dire, euh, si les nouvelles difficultés qui arrivent, je les vis comme des obstacles qui me semblent insurmontables, c'est peut-être le signe que t'es pas si amoureux que ça. Alors que si Ouais. tu as des difficultés et tu dis, bah oui, ça, de toute façon, ça fait partie de la relation, Mhm. eh bien là, tu as un regard qui est plus objectif, puisque dans toute relation, tu as des bons moments et tu as des moments où c'est plus difficile. Donc si tu Mhm. acceptes ces deux parties-là, eh ben, ça veut peut-être dire que ouais, tu es amoureux. Carrément. Non, mais je trouve ça, c'est une super métaphore, ouais. Parce que effectivement, pour apprécier quelque chose, il faut d'abord devenir à peu près bon. Comme tu dis, le premier palier des difficultés. Et c'est une fois que tu as passé ça que du coup tu te mets à kiffer. Et que surtout tu te dis, ça en vaut la peine. Hmm. Tu vois, est-ce que ça vaut la peine je sais pas, qu'on se prenne la tête parce qu'on veut faire bâtir et du coup c'est difficile parce qu'il faut savoir quel matériau prendre, etc., etc. Donc tu as plein de difficultés. Et c'est vrai que, tu vois, si je prends mon cas, pendant très longtemps, et même encore un petit peu maintenant, j'avais une peur de l'abandon, ce qui fait que je ne pouvais pas avoir des relations durables, parce que du coup, j'avais forcément peur. Mais une fois que j'ai, on va dire, guéri cette phobie, enfin cette peur, il y a toujours des moments difficiles, mais l'ancien Simon aurait fui, parce que du coup, il dira, ça ne vaut pas la peine, on va trop souffrir, etc., etc. Et là, actuellement, quand il y a des difficultés, tu dis, OK, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles du jeu, il y a forcément des moments difficiles, mais ça en vaut la peine. Et du coup, il n'y a plus cet aspect de fuyant que je pouvais avoir avant. Et par contre, la première difficulté, c'était d'être OK avec moi, OK avec mes peurs, OK avec mes troubles, OK avec mes angoisses, apprendre à les apprivoiser pour justement kiffer ensuite le jeu. Justement, quand tu disais au début, il faut passer ce premier palier, donc il faut être suffisamment bon Mhm. dans une relation amoureuse. Sur quels critères on peut se baser pour se dire, OK, maintenant, on est suffisamment bon pour savoir si ça vaut le coup de continuer. Est-ce que c'est un critère temporel en se disant, bon, bah, au bout de 1 an, 2 ans, ou est-ce que c'est un critère, par exemple, sur la première dispute, une première dispute Mhm. sérieuse, Ouais. si ça tient l'épreuve, bah, ça veut peut-être dire que ça vaut le coup de continuer, ou est-ce Mhm. que c'est un autre critère du style, un premier voyage où on s'installe? En fait, j'ai l'impression qu'il y en a plein, ça dépend peut-être des personnes, je sais pas. Moi, enfin, ça va paraître bateau ce que je veux dire, mais je pense que c'est surtout devenir bon en communication. Parce qu'à ce moment-là, que ce soit un voyage, que ce soit une durée, que ce soit une dispute, je pense que la base de la base, c'est la communication. Mais du coup, on revient au fait d'être OK avec ses angoisses, avec ses peurs, etc. Parce que être capable de dire à quelqu'un, OK, ben, par contre, on peut être en couple, mais j'ai cette phobie-là, je travaille dessus. Donc, il se peut que des fois j'ai tel comportement, mais du coup, ne le prends pas pour toi. C'est vraiment à moi de gérer ça et t'es pas responsable de ma peur. Ça demande un sacré courage pour communiquer comme ça en toute transparence. Du courage et aussi une conscience de soi. Ouais. Ah oui, parce que tu as plein de gens qui vont être dans l'accusation de l'autre en disant, ah, tu te rends compte de ce que tu me fais faire, tu te rends compte dans quel état tu me mets quand t'es pas là. Et mec, meuf, c'est pas moi, hein. C'est toi qui angoisse pour rien. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu flippes pour rien, quoi. Mhm. Donc ouais, la première étape, c'est vraiment, je trouve, être au clair donc non seulement être au clair avec soi-même, mais être ensuite OK avec soi-même, avec toute notre imperfection, pour être capable de le communiquer à l'autre sans l'accuser de rien, en disant, voilà, pour le moment, je suis comme ça, pour pas ancrer. Et je pense que c'est important de dire pour le moment, parce que ça veut dire que tu n'ancres pas ton comportement en disant bah, ce ne sera toujours comme ça. C'est que pour le moment, j'ai ces peurs-ci, mais en travaillant sur moi, bah, je ne les aurai plus ou je les aurai moins. Mais ça veut dire que l'autre doit également être capable d'être au clair sur ses qualités, ses défauts, son imperfection, et être capable de les communiquer pour créer cette complémentarité. Et c'est ça qui fera que tu tiens le voyage, c'est ça qui ferait que tu tiens dans le temps, c'est ça qui fait que tu tiens dans les disputes. Parce que Hmm. je pense que, toi, mes parents, ça va faire 47 ans qu'ils sont mariés, ce qui est pas rien. Mais pourtant,
ils savent pas communiquer pour autant. Ils tiennent encore 47 ans, je pense qu'ils s'aiment encore, mais il y a toujours des non-dits, des on-dits, j'exprime pas forcément mes besoins, t'exprimes pas forcément les tiens, ou tu les exprimes mais je les accueille pas forcément, ou quoi que ce soit. Cependant, ils sont dans la durée. Hmm. Ouais, la durée n'est pas un critère déterminant dans la qualité d'un couple. Mhm. Je pense, hein. Et pareil en amitié, tu peux être ami depuis 20 ans avec quelqu'un et cependant parfois être hypocrite avec lui. Ouais. Et tu parlais des peurs et des doutes qu'on a. Mhm. Je me posais une question sur l'aspect culturel. Parce que ces peurs et ces doutes, elles viennent de nous, mais est-ce qu'elles viennent pas aussi de notre environnement? Parce que la notion d'amour, ou en tout cas de la relation amoureuse, elle est différente dans la culture africaine, Mhm. dans la culture occidentale, ou même dans la culture orientale. Mhm. Bah oui, carrément. Je pense qu'il y a quand même les fondamentaux, si on parle des émotions. Je pense que ça provoque, en tout cas, chez les individus, le même type d'émotion, mais il y a des mœurs et des codes différents. Ouais. Et pareil, selon les cultures planétaires, mais également selon les cultures dans la famille dans laquelle tu as été élevé. Hmm, Tu vois, si t'as vécu enfant en voyant tes parents se disputer tout le temps pour rien, bah, je pense que tu vas plus avoir peur de t'engager dans une relation que si tu as vu tes parents communiquer dès qu'il y avait un problème, être OK ou quoi que ce soit. hmm, ouais. Nos peurs, nos angoisses, nos désirs sont aussi un héritage culturel et familial. Et est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de tomber amoureux de quelqu'un qui a eu peu ou prou la même éducation que nous? Ou est-ce que ça n'a pas d'impact? Par exemple, en Afrique, par exemple, ils ont des relations qui Mhm. sont polyamoureuses. Ouais. Euh, Est-ce que ça sera plus difficile pour cette personne de créer une relation avec quelqu'un qui a vécu avec des couples monogames autour de Ouais. lui et Oui. qui, du coup, Ouais, a cette vision-là? euh, je pense pas que ce soit impossible, mais je pense que ça peut être quand même plus difficile. Ouais. Soit l'un va embrasser la culture de l'autre, et dans ce cas-là, soit ils vont créer un super mix dans lequel ils seront OK. Mais j'ai quand même plus tendance à dire que qui se ressemblent s'assemblent que les opposés s'attirent. En même temps, tu dis les opposés s'attirent, mais tu parlais de complémentarité tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément opposé. Admettons que tu veux faire une salade, l'huile et le vinaigre, ils sont pas opposés, ils sont complémentaires. Par contre, si tu veux faire une salade, l'huile et le Nutella, ils sont opposés. L'eau et l'huile, tu vois que c'est opposé. Mais le sel et l'eau, c'est complémentaire. Hmm, Donc, par rapport aux individus, c'est pas si tu es introverti, il faut pas être avec quelqu'un d'extraverti, parce que bon, pour le coup, c'est complètement opposé. Par contre, si, je sais pas, attends, je cherche un truc hyper complémentaire, si tu es plus dans tu vois, la profusion créative, à vouloir tout faire ou quoi que ce soit, être avec quelqu'un de calme, pour te cadrer un petit peu, ça, c'est complémentaire. ouais, Et tu as exactement la même chose en business. Steve Jobs, qui était complètement taré, il avait Tim Cook, ou Tim Tim Cook, ouais. Cook, ouais, qui arrivait plutôt à cadrer. Tu as le leader et le manager. Le leader qui a sa vision, le manager qui fait en sorte que ça se passe bien. Hmm, Dire, ouais, je veux gagner, je veux faire en business, ouais, je veux faire 100 000 cas par an. L'autre type qui va dire, OK, ça veut dire qu'il faut faire autant de contenu, autant d'appels de vente avec un produit à tel prix, etc., etc. Complémentarité. ouais. En fait, les opposés, c'est un côté destructeur, Mhm. alors que la complémentarité, il y a un côté où on sublime l'autre C'est par la ça. façon dont nous, on se comporte. Mhm.
Bah, même là, dans notre podcast, hein, moi, je déblatère plein de trucs qui sortent de mon cerveau. Toi, tu arrives à recadrer un petit peu ce que je dis. J'essaie de comprendre. Ouais. J'essaie de comprendre ce que tu dis. C'est super intéressant. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, du Je coup. pense aussi. Mhm. C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Pour rappel, on ne détient pas du tout la vérité sur ce qu'est l'amour. C'est vraiment une poursuite de réflexion et des éléments de réponse. Donc, faites-vous aussi votre propre jugement sur ce qu'est l'amour. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités respectives, vous trouverez tous les liens en description. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Au revoir. Salut! Par contre, si tu veux faire une salade, l'huile et le Nutella, ils sont opposés. Attends, je me souviens d'une émission à la télé où tu avais un gars qui mangeait Mhm. tout, mais tout, 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 avec de la mayonnaise. Genre le Danette, le dessert, Ah! de la mayonnaise. Et je me souviens, il avait tiré un tiroir. Il y avait plein de types de mayonnaise rangés comme ça. Et le gars, il était fin comme ça, hein. Ah ouais! Ah ouais, et il mangeait de la mayonnaise, mais à toutes les sauces. Même avec sa maillot. Du coup, il rajoute un peu de maillot.